Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec De Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient Face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Machin Waris. Le voilà le ballon derrière Machin Waris face à Tchernic qui va retrouver le 3e but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Bourseau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, bonne année, meilleurs vœux, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle année, j'ai dit une nouvelle saison, pas du tout, on est déjà dans le 10e épisode de cette saison. Une année 2025 qui commence sur les chapeaux de roue avec une magnifique défaite à Laval. On va en parler tout de suite avec l'équipe de la taverne. On commence par Pierrot. Salut Pierrot. Salut à tous. Meilleurs vœux, bonne année. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025 ? Ne pas avoir la crève comme la première semaine de janvier et ça sera déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est pas mal. Bonne année Raph. Bonne année à tout le monde. Un petit souhait pour 2025 ? Des victoires à l'extérieur. Ça commence mal. Et là, il me tend une perche pour une superbe transition. Mais avant, on va évidemment vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2025 et que tous vos vœux se réalisent. Une petite montée en Ligue 1, une petite finale de Coupe de France. On sera pas mal déjà, niveau FC Lorient. On sera très très bien. On sera très très bien. On sera très très bien. Justement, ça a commencé cette année 2025 par un déplacement à Laval. Il y avait un énorme coup à faire. Vu les résultats du Paris FC, qui a perdu à Martigues. Enfin, à Guignon, mais contre Martigues. Les résultats de Dunkerque tenus en échec par Guingamp. Le FC Lorient pouvait faire un premier break dans ce deuxième set. Pierrot, on est champion d'automne. Oui, officiellement du coup. Excuse-moi. La fin, le débat est clos. On est donc officiellement champion d'automne. Donc dans cette fin de premier set, on pouvait breaker la Ligue 2. Puis on est tombé, Raph, sur un match bien cliché comme il faut. Un temps pourri, un terrain catastrophique, qui se... de pire en pire au fil du match, une première mi-temps ultra dominée, on convertit pas les occasions, on se fait punir en deuxième, 1-0, et on se fait punir sur un compte, 2-0, un peu un match cliché de la Ligue 2. Un match cliché d'un leader qui ne s'assume pas aussi, donc c'est un match cliché de Ligue 2, encore une fois, on retombe dans ce que le FCL nous avait montré sur quelques séquences et quelques matchs en début de saison, une attaque qui se procure des occasions, mais qui la met pas au fond. Et du coup, une défense qui retrouve aussi une certaine frilosité et surtout des boulettes, malheureusement. Donc ça aide pas. On sortait, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais de 4 clean sheets consécutives. Donc ça fait bizarre et ça fait un peu tâche de prendre 2 cachous. Et franchement, quand tu vois que tu prends un but par attentisme dans la surface et que le deuxième c'est issu d'une énorme boulette, c'est vrai que ça vient quand même ternir un peu l'image qu'on avait de la défense. Après évidemment on repartait pas non plus de nos 4 fantastiques derrière, il y avait quelques petits ajustements et pour moi au-delà du parquage que j'ai trouvé hyper au taquet et franchement super ambiance, c'est les propos de Pantaloni à la fin du match. Il y a 2 choses, à mon sens, qu'il faut retenir. Un, le fait qu'il ait jugé la défense et le niveau de la défense aujourd'hui, lors du match, intolérable. Et le deuxième, le fait que certains joueurs se soient permis des libertés tactiques.
moi, on va savoir qui, du coup. Bah voilà, alors là, du coup, moi, j'ai pas forcément. Qui dit parquage dit lecture du jeu un peu plus compliquée, parce que. Mais du coup, c'est sur l'analyse tactique, j'arrêterai là. Mais on l'a senti, hyper énervé, et je crois qu'au coup de sifflet final, il court sur le terrain pour aller voir ses joueurs, je crois. Enfin, je suis pas sûr de moi à 100%, mais donc. Ça fait c'est la première fois de la saison où je coupe avant la fin du match. Au 2-0, j'avais autre chose à faire un samedi soir, j'ai coupé. Ah, triste. Bah, j'ai fait la même. Ça. C'était donc je sais pas, peut-être j'ai raté Olivier Pantalone courir, tant pis. Mais oui, alors on peut. Tu commences un peu par la fin du match, mais c'est intéressant. Il parle de joueurs qui prennent des libertés tactiques. Tu penses qu'ils visent qui, Pierrot? J'en ai aucune idée, sincèrement. Peut-être Croupi, parce que je trouve qu'il sort quand même assez tôt dans le match, mine de rien. Ouais, après, moi je me disais, il a pas beaucoup joué en décembre. Il revenait de blessure, mais il avait quand même le temps de bien se préparer. Donc oui, peut-être que le changement à la 60e... C'est une simple supposition par rapport au changement qui est, je trouve, quand même assez tôt. Ouais. Après, sinon, en vrai, je saurais pas dire. Je mettrais un petit billet peut-être sur Monta Talbi, qu'on a vu beaucoup monter à l'abordage. Bon, peut-être. Et un autre petit billet sur Pablo Pagis, que j'ai pas trouvé transcendant sur ce match, et qui... J'étais en train de réfléchir, tiens, c'est vrai que Ponceau était pas titulaire, et j'avais du mal à me remettre qui jouait à sa place. Donc peut-être un petit billet là-dessus. Mais ouais, faudrait... Raph, je vois que... Détective Raph a frappé. Non, alors pas détective, mais moi, ce qui m'a... La première interrogation du match, c'est à 19h, quand la compo tombe. Bon, en tout cas, Baptiste Cognier avait déjà lâché la compo, et c'était celle qui était alignée. Mais globalement, pas incompréhension, mais j'avais des difficultés à comprendre la compo. En tout cas, l'animation autour de la compo, puisque... Est-ce que tu t'es dit, alors la surprise? Oui. Clairement. Mais en fait, le vrai sujet, c'est tu as donc, lors du dernier match, Ponceau qui était repositionné dans l'entrejeu. On s'était dit, intéressant, une nouvelle fois, Ponceau retrouve le poste pour lequel il est fait. Le match est correct sans forcément être incroyable. Et on retrouve un Pagis sur l'aile qui est capable de dézonner et d'apporter un surnombre éventuel. À la limite, je trouve que t'as l'abattage d'un Ponceau, t'as du coup la créativité, et t'as un milieu de terrain qui peut aussi s'exprimer offensivement. Mais là, du coup, en mettant Croupi en lieu et place d'un Ponceau, puisque du coup, avant Mebong et Croupi ont joué sur la même ligne, et le positionnement moyen des deux joueurs est le même sur le match. Quid aussi peut-être du repositionnement, de l'abattage pour Croupi, et peut-être d'un déséquilibre qui se crée au cœur du jeu. Parce que on a souvent souligné le fait que c'est au milieu de terrain qu'on gagnait des matchs. Parce qu'en fait, on récupérait, on avait la maîtrise, etc., et qu'on arrivait à se procurer les occasions. Face au Paris FC, t'as pas besoin d'avoir une analyse plus sur le match, tu le vois. Donc peut-être que moi je trouve que la compo est pas idéale par rapport à un match extérieur sur un terrain compliqué. On sait qu'il y a une météo horrible, et face à un mec qui revient après une coupure à cause d'une blessure. Et donc du coup, le mettre là, à ce poste, encore une fois, je sais pas si tu règles le problème de Tosin n'est pas un 9, Croupi en plus, alors qu'en fait, moi j'ai la sensation d'une équipe qui est plus équilibrée, comme elle a l'habitude d'être équilibrée en 4-1-4-1. Donc tu te crées peut-être plus de problèmes finalement. Sinon, dans l'animation, on a essayé de jouer comme on a l'habitude de jouer, avec de la transition, des attaques placées, l'utilisation des côtés, etc. Mais encore une fois, quand tu regardes le match, la première mi-temps, on la domine, on la surdomine pas, mais on la domine, et on a les occasions. On en a 3 ou 4, et on doit en mettre 2, en fait. Donc, moi, le vrai sujet pour moi, c'est surtout cette deuxième qui est, je dirais pas pathétique, mais qui est vraiment en dessous, qui est pas du tout. La deuxième me fait penser comme à Bastia, où t'aurais pu jouer 45 jours sans marquer, quoi. Ouais. T'as une ultra possession, le ballon t'en fait absolument rien, et tu te crées pas d'occasion ni rien du tout. Très statique.
ça contraste avec la première mi-temps où t'as les occasions, mais comme tu dis, t'en mets aucune au fond. Donc le problème est là aussi. Comme tu l'as dit au début, le début de match où on a des occasions et qu'on en met aucune, ça rappelle carrément le début de saison où t'as 36 000 occasions et que t'en fous aucune au fond. On retrouve les mêmes problèmes finalement. Oui, il va falloir les statistiques avancées de Rafa pour nous rassurer. Mais tu sais en quoi, fait, il y a un mec sur le parking au retour de Laval qui m'a fait la blague. Mais là où j'allais enchaîner là-dessus en vous disant que contrairement à les deux matchs vraiment foirés de la première partie, on est toujours dans la première partie de saison, les deux matchs vraiment foirés avant la trêve qui étaient Clermont et Bastia, là il y avait rien de la 0 à la 90e grosso modo pour caricaturer. Ouais. Là au contraire, les 45 premières minutes sont parfaites. Croupi met son face-à-face, remporte son face-à-face. Alors, est-ce que c'est Samassa qui la sort bien? Est-ce que c'est Croupi qui peut mieux faire? Et Tozin en met une, parce qu'il a une situation pour en mettre peut-être. Tu te dis, la première mi-temps, elle est parfaite. Et ton match est plié d'ailleurs. Donc, c'est pas vraiment un match similaire à Bastia et à Clermont, là, sur ce côté-là, Raph. Ouais, je suis d'accord, parce que du coup, il y a eu les occasions. Mais là, je pense que ce que voulait dire Pierrot, c'était surtout si tu calques la deuxième période, ça y ressemble. La première est symptomatique de notre début de saison, on va pas se répéter, mais t'as les occasions, c'est déjà la base, mais on n'a pas été tueur, et la Ligue 2 sait nous mettre un poignard dans le dos quand tu n'arrives pas à tuer un match, quoi. Donc c'est symptomatique de ce qu'on risque d'avoir une nouvelle fois à l'extérieur sur des matchs à 3, sur des matchs à Dunkerque bientôt, etc. Ouais, Dunkerque surtout. Ouais. Tu le crains celui-là, Pierrot? Bah, il y a des raisons de le craindre. Hein. Tu regardes tous nos matchs à l'extérieur depuis le début de saison, ils sont quand même pas fameux. Même les matchs où on gagne, clairement, dans le contenu, on n'est pas fameux. Oui, tu regardes les matchs de Dunkerque. On gagne, hein, surtout. Ouais, enfin, tu gagnes Martigues au premier match de la saison, c'est pas terrible. Les camps où en face, t'avais une équipe fantomatique où c'était compliqué de proposer quelque chose. Caen qui est relégable. Hein. Donc, oui. Mais attends, tu bats pas des foudres de guerre, quoi. Quand on en parle à chaque fois dans chaque podcast, mais quand au final, t'as, au-delà de la maîtrise du milieu de terrain, je vais pas y revenir pour pas faire le running joke, mais ils ont une occasion, ils marquent. Tu vois, mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Tu regardes les deux victoires qu'on a eues, elles sont pas probantes. Tu vois, c'est clairement c'est pas. Alors oui, tu gagnes, mais dans le pied arrêté, Dieng, et sur à Caen, c'est une perte de balle à la fin. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut imaginer comme explication à ces difficultés à l'extérieur? Alors, le temps que vous réfléchissiez, j'ai posé la question à ChatGPT. Parce qu'on est en perte d'explication. Donc, j'ai demandé comment expliquer la différence de résultat du FC Lorient cette saison à domicile et à l'extérieur. Alors, il me donne plusieurs facteurs. L'avantage du terrain, jouer au Moustoir offre aux Merlus un environnement familier et le soutien de leurs supporters, ce qui renforce leur confiance et leur motivation. Donc, ce serait grâce à nous, en fait, par ceux qui vont au stade en tout cas, que ça gagne. Ceux qui vont au Moustoir. Bon, l'excuse est pas tellement valable parce que sur ce match-là, c'est un peu caricatural, mais on était entre guillemets quand tu regardes les bandes sonores, on était un peu à domicile, donc tu vois. Raph, d'ailleurs, toi t'y étais, tu peux nous expliquer un peu, vous étiez, tu peux rappeler combien vous étiez en parkage à Laval? J'ai pas le nombre exact, mais franchement, beau parkage, entre peut-être 450, 500, peut-être un petit peu plus. Du coup, gros contingent des Merlus Ultra, plus des autres groupes de supporters. Nous, avec les Merlus de Paris, on était une vingtaine, plus du coup 200 indés, etc. Il y a des gens aussi de la région, donc un public, on va dire, à moitié de supporters et l'autre moitié, du coup, de famille. Et tout le monde s'est pris au jeu, des chants, etc., bien animés au global. C'était assez bon enfant. Mais par contre, ça a chanté de la première minute à la 110e minute, puisque du coup, on a chanté quasiment un quart d'heure, 20 minutes après le coup de sifflet final. Et je suis sûr de moi, puisque j'ai écouté les bandes aussi sur 2-3. Les joueurs du FC Lorient ont probablement entendu les chants des supporters quand ils étaient dans leur vestiaire après la défaite. Et ouais, et du coup, les deux capots des MU étaient vraiment choqués de la réaction aussi de la tribune. Franchement,
hyper bonne ambiance. Et je voulais aussi parler d'un sujet, c'est l'accueil de Laval, qui est vraiment au top. Pour le coup, ils savent recevoir. Et il y a quasiment toute la tribune en partant et en nous laissant dans le parcage qui nous applaudissait pour remercier de la ferveur aussi qu'on avait apporté tout au long du match. Donc assez beaux joueurs et aussi ils savent accueillir que ce soit le speaker, etc. Beaux joueurs, quand tu gagnes, ça va. Non, mais même avant, okay. Je veux dire, c'est plutôt pas mal. Donc ça restera un bon souvenir malgré la défaite. Donc du coup, ça élimine la deuxième explication de ChatGPT, qui parle de la pression extérieure. Les matchs à l'extérieur impliquent des déplacements, des conditions de jeu différentes, absence de soutien habituel qui peut affecter la performance des joueurs. Du coup, à côté de la plaque, ChatGPT. Il parle d'approche tactique maintenant. Lorient adapte probablement une stratégie plus offensive à domicile. En revanche, en déplacement, l'équipe pourrait opter pour une tactique plus prudente. Oui. Mais tu avais souligné le mal des transports, je crois. Oui, c'est pas moi, c'est quelqu'un sur Twitter qui l'a souligné, donc ça m'a fait marrer. C'est peut-être un problème de mal des transports. Et problème de terrain, mais à un moment, les terrains... Bon, là, pour le coup, le terrain, c'est pour les deux équipes. Ouais, le terrain, c'est pour les deux équipes. Hein. Bon, c'est vrai qu'il était pas facile, mais les joueurs n'ont pas non plus énormément glissé, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'eau. Hein. Le terrain à Clermont était bien. Hein. Ouais, non, mais je te parle de Laval, là, encore. Oui, bien sûr. Non, mais on essaie de trouver la... Donc, ChatGPT n'a pas d'explication qui nous satisfasse. En avez-vous une, les gars, Pierrot? Absolument pas. Je suis consterné par la différence de visage montrée à domicile et à l'extérieur. Pour moi, c'est carrément deux équipes différentes, en fait. Enfin, clairement, il y a un FC Lorient qui joue au Moustoir qui est beau à voir, combatif, où c'est très fort, ça joue bien. Et un Lorient à l'extérieur qui fait un peu tout le contraire, finalement. Et qui est presque même horrible à voir jouer. J'ai vraiment du mal à finir les fins de match sur les matchs à l'extérieur. C'est presque horrible à regarder tellement que la différence affichée par rapport à un match à domicile est colossale. Surtout que Lorient a un statut dans cette Ligue 2 où normalement tu dois imposer ton jeu à domicile à l'extérieur, tu vois. Toute proportion gardée, tu compares avec un PSG en Ligue 1 qui joue au Parc ou qui joue à Reims, tu sais qu'ils vont jouer de la même façon grosso modo, quoi. Toute proportion gardée parce qu'on n'a pas la marge sur la Ligue 2 qu'a le PSG sur la Ligue 1. Après tu peux perdre des matchs à l'extérieur, mais bien sûr. Perdre la moitié des matchs avec le contenu désastreux qu'il y a, c'est presque inadmissible en fait. Et ce qui est difficilement compréhensible, c'est être intraitable à domicile, c'est tout gagner à domicile et pas en mettre un dedans à l'extérieur, quoi. Raph, est-ce que tu penses, et on est évidemment obligé d'en parler, que le contexte, et là ça va être plus spécifique à Laval, le contexte mercato a aussi une influence sur ce match-là? On sait que grosso modo tout le monde peut partir. Franchement, je sais pas, parce que c'est pas un non-match Laval. Encore une fois, on va pas revenir. La première mi-temps. Non, la deuxième. Ouais. Donc je vois pas le mercato nous faire subir une deuxième période complètement à côté. Ouais. Non, je pense que là, ce qui se passe, c'est que il y a. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à analyser aujourd'hui, c'est ce qu'évoque Pantaloni sur le côté tactique. Moi, je l'ai pas vu personnellement, donc je vais pas pouvoir en parler, mais moi, j'ai surtout senti ce que Pierrot a expliqué. C'est pas les armes pour attaquer un bloc bas. Alors, pendant 20 minutes, on avait la possession, comme l'a dit Pierrot. On essayait de passer à droite, à gauche. On faisait l'essuie-glace devant la surface et on envoyait des frappes de mouche. En vrai, tu vois, c'est nombre de frappes dans les bras du gardien. Après, tu te retrouves à partir du 1-0 face à un bloc bas très très bas. Ils sont 11, ils sont allés 10 dans leur surface. On s'approche de la surface. On est à 20-25 mètres des buts. Tu trouves des décalages, il y a des situations, tu arrives à mettre la balle dans la surface, mais il se passe rien à ce moment-là. Ouais, mais parce qu'on n'a pas la supériorité aérienne. C'est rare qu'on arrive à jouer là-dessus. Pourtant, on a quelques qualités, mais je pense que celui qui a mis le plus de buts de la tête aujourd'hui, il est blessé. Hein. C'est Mobamba. Et ensuite, je trouve qu'on n'a pas réussi à armer des frappes, tu vois, à 25 mètres. Le terrain est compliqué.
ça glisse, etc. Vas-y, envoie des shoots. Enfin, tu vois, Il y en a, Pablo Pagis a essayé. Oui, mais tout le temps dans les bras du gardien, mais... c'était des frappes de mouche. Ponceau aussi, il a frappé. Tu vois, c'est... Et on n'arrivait pas à décaler très rapidement pour trouver quelqu'un à frapper. Les coups de pied arrêtés aussi, on en a quelques-uns, des corners, des coups francs. Tu vois, c'est poussif. On voyait qu'on n'arrivait pas à être efficace là-dessus. Mais moi, une des clés, en dehors de Croupi, qui n'a pas réussi à trouver la manière de jouer face à Laval, je trouve, et en tout cas de conclure ses actions. Il a quand même trois belles occasions. Hein. Oui, mais t'as Avomebong qui est moins bon que d'habitude, faut le dire. Tu as des rentrées successives qui n'ont rien apporté. Désolé pour le Brise, il fait rien sur son couloir. Désolé pour Makengo, aka le flop, il passe à côté. Toujours pas. Non, mais désolé, mais en gros, ces rentrées-là, franchement, elles ont un Soumano, même Soumano. Non, alors Soumano. Oh. Non, j'ai trouvé. Après, il est dans un bloc bas et tout, mais. Oui, mais j'ai trouvé qu'il avait une. Il a pas fait beaucoup plus que les autres, mais je l'ai pas trouvé dans un. Je le trouvais bien placé, il essayait de trouver des solutions, de jeu de haut but, il se battait. Enfin, il a touché même pas combien de ballons il a touché, pas grand chose, tu vois, mais on peut pas lui tomber dessus. Mais moi, je suis désolé, aujourd'hui, t'es leader de Ligue 2 et tu fais une Formose Mendy. C'est consternant. C'est pas sa première boulette en plus. Je veux pas lui tomber dessus parce qu'il fait une relative bonne partie de saison, mais dans les critères de MVP de Pierrot, il va être obligé de descendre d'un cran. C'est obligé. Je suis désolé. Ah bah, il est parti de mon ranking. Ouais. Mais est-ce que c'est anecdotique? Je vais dire c'est anecdotique son erreur. C'est sur le 2-0 là. Non, elle n'est pas anecdotique. Tu sais pourquoi elle n'est pas anecdotique? Tu finis à 1-0 et tu continues à te battre avec des occasions. C'est pas du tout le même constat qu'à 2-0 avec une seconde période insipide. Je te jure. Oui, bien sûr, sur le score, ça change tout. Elle fait beaucoup plus mal cette défaite. Mais même pour lui. Regarde, t'as Laporte qui est pas là, il reprend sa place de titu, il fait une boulette. Clairement, Laporte il revient, il reprend sa place, tu vois. Si t'as le bipart oui, si t'as le bipart, mais ça va être pareil. Je pense que la décision sera pas prise avant la fin du mois ou une connerie comme ça. Passe décisif de Julien pour la prochaine thématique. Oui, parce qu'évidemment on va parler mercato, mais ce qui est rageant sur un match comme ça, pour moi, c'est même pas la deuxième mi-temps qui est rageant. La première mi-temps me fait plus chier que la deuxième. La deuxième, elle est complètement ratée. On a du mal à comprendre pourquoi. Ils sont au vestiaire. La Bergel en parle dans le Télégramme. Ils sont au vestiaire. Il y a quelques ajustements que le staff propose. Il n'y a aucune raison que ça se passe aussi mal. Et tu sens que Laval prend confiance petit à petit. Le public se réveille aussi à Laval. Attention, le public, le stade s'embarque. Et tu sens qu'ils vont en avoir une vraie. Vogo fait un ou deux beaux arrêts, il me semble. Ouais. Il en fait un, surtout. Mais sur le premier but, il va un peu à la chasse au papillon, là, et la balle touche le poteau, quand même. Hein. Il a deux doigts de se faire lober. Hein. Puis il y a un truc à Laval, c'est que ils sont pas 6e pour rien non plus. Ouais. Déjà, oui, c'est vrai, on parle de Lorient, mais tu peux parler de Laval. Et après, deuxièmement, là où tu vois une différence devant le but, tu vois un attaquant expérimenté comme Chokunte, le mec il va avoir une occasion, il te la fout dedans, quoi. C'est ça. C'est là où Tozin, tu vois, tout son jeu sans ballon, tout ça, c'est très bon. En fait, Tozin, c'est un joueur de Ligue 2 parce qu'en fait, il a pas de finition. Clairement. Mais il a deux belles situations. Mais clairement, il pénètre dans la surface et son dernier contrôle est un poil long et ça anticipe bien. Tozin, améliore sa finition, devient tueur. C'est un joueur qui joue en première ligue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est à Lorient. Ouais. Clairement, il lui manque le plus important pour un neuf. La deuxième, c'est une frappe enroulée rater qui passe pas loin du poteau. Alors, est-ce qu'il peut mieux la mettre? Il n'y a pas eu trop de replay de cette occasion sur Beansport la Ligue 2, donc on n'a pas pu la voir. elle est belle. Voilà. Mais on n'a pas pu la voir. En fait, c'est la première mi-temps, elle est juste dommage. Elle est dommage. Ouais, mais je la trouve plus frustrante que la deuxième où tu dis ça a fini et le premier qui marque a gagné, quoi. C'est pour ça que je dis l'erreur de Mendy anecdotique finalement, parce que
Bon, en on fait, n'allait la pas première, revenir. la première, t'as l'espoir de gagner et tout. Et la deuxième, tu sais que tu marqueras pas et que tu sais que tu repartiras pas mieux qu'un nul, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve le match de Bastia positif. Je trouve que le 0-0 à Bastia reste une bonne. Non. Bah si. Ils sont Parce que 10. Ils sont 10, c'est exactement le même scénario, sauf que ça dure le match entier où tu sais que tu vas pas marquer et t'arrives Mais à ne non, pas parce perdre. que tactiquement, Laval te l'a ouais. mise. Parce que ils ouais. ont pas fait 90 minutes à 10 derrière. Ils sont sortis quand il fallait, ils ont implanté les stockades, ils ont fait aller bisous et terminé. Et puis en plus, on offre une boulette. Hop, supplément. En tout cas, voyons le côté positif. C'est un joker qu'on a grillé. Il y a eu l'occasion de faire le break, mais on est toujours devant. Le FC Lorient donc en tête de la Ligue 2. On se fait un petit point sur le classement, parce que ça a commencé à causer le classement. Là, ça commence à vouloir dire quelque chose. On est donc à la fin de l'automne, selon Pierrot. Ou en tout cas, on est à la fin de la phase aller. Lorient donc premier avec 33 points. Et une différence de plus 13. C'est plutôt bien. Oui. C'est plutôt bien quand on va comparer avec ce qu'il y a derrière nous. Dunkerque, la bonne surprise. Je pense que pas grand monde les attendait là. Même si ceux qui suivent un peu la Ligue 2 savent que Dunkerque, c'est quand même très bien structuré. Toujours c'est Dembaba, je crois, le directeur sportif. C'est un truc un peu improbable, mais ça tourne bien. Dunkerque, deuxième avec 32 Laurent points. Koscielny, donc c'est bien aussi. Mais seulement plus 5. Oui, est-ce que Dembaba a fait perdre un titre à Liverpool ? Est-ce que Laurent Koscielny a fait perdre un titre à Liverpool ? Sur une erreur de Steven Gerrard. Sur une Formose Mendy de Steven Gerrard. Ou alors Steven Gerrard ou est-ce que Formose Mendy a fait une Steven Gerrard contre... Je pense que c'est plus ça. C'est plus ça. Paris FC, alors là, ils sont en perdition, les pauvres. Enfin, les pauvres. Les très riches d'ailleurs depuis quelques temps. Ils sont en perdition, mais ils sont qu'à 2 points. Ils sont troisième avec 31 points. Et puis Metz et Annecy, 4e et 5e, avec 30 points. Dans tout le lot, c'est quand même Lorient qui a la meilleure différence de but. Ce serait bien de soigner ça. Et puis tout en bas, Caen, on l'a dit, donc qui est 16e, Ajaccio 17e avec 15 points et Martigues déjà 8 points de retard sur Clermont 15e. Clermont qui descend de Ligue 1 aussi. Hein. Comme quoi, attention, bon, après Clermont ils ont perdu tout le monde au mercato, donc pas une surprise. Vous en pensez quoi de ce classement ? Est-ce que, tiens, ça vous dit, on parle un peu de la Ligue 2, des équipes qui vous ont surprise, des équipes qui vous ont plu ? Pierrot, toi qui consommes beaucoup de Ligue 2. Bah, clairement, les deux épouvantails dans les 5 premiers, Dunkerque surtout. Ouais. Franchement, pour moi, c'est l'équipe qui a été la plus régulière en termes de contenu dans le jeu, même devant nous. Parce qu'ils sont pas passés à côté de leur match, un match sur deux comme nous. Donc c'était pour moi l'équipe la plus régulière. Et après, Annecy, je m'y attendais pas du tout. Parce qu'ils sont quand même top 5, ils lâchent rien et tout. Et à contrario, Clermont, je les voyais pas aussi bas. Je les voyais genre taper la 5-6e place, quoi, dans ces eaux-là. Okay. Ils ont perdu du monde quand même, non ? Ouais, mais je trouve que le recrutement était pas si déconnant. Et ils avaient été chercher CV qui était à Pau. Ils avaient été chercher 2-3 joueurs qui étaient bien confirmés en Ligue 2, donc je trouvais pas ça déconnant. Après, ils ont pris un coach qui était pas... Je sais plus c'était qui le coach, mais enfin clairement il fitait pas avec l'équipe. Donc je pense que déjà le problème il partait de là. C'est Laurent Batles. Ah, le coach avant Laurent Batles, tu veux dire ? Oui. Ouais, je sais plus c'était. Et après l'équipe qui est sans surprise dernière, Martigues avec l'ancien terroriste qui était comme coach. Mais tu vois, premier match où il part, Martigues ça joue bien et ça tape Paris FC quand même. Voilà. C'était l'ancien de Strasbourg, Leray, non ? Oui, Thierry Leray, ouais. C'est ça. Raph, toi, une équipe qui te plaît dans cette Ligue 2 ? Eh bien, je vais dire aussi Annecy, non pas parce qu'ils ont une bonne position au classement, et parce que c'est la rare équipe qui a proposé un truc complètement fifou en tactique. Ouais. J'ai trouvé ça hyper intéressant, même si ça a fini par une gifle. Mais mine de rien, ça paye. Ouais. Donc, franchement, ils tenaient un truc avec un peu plus de... Le milieu s'est fait perforer derrière, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et un peu surpris d'un Metz pas non plus super... Enfin, je pensais qu'ils allaient être un tout petit peu plus costauds, plus accrocheurs et peut-être quelques points au-dessus. Après, ça reste très costaud. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ils sont dans la course.
s'ils avaient pas un gardien de merde, ils auraient 4 ou 5 points de plus, quoi. Voilà. Et Donc, Oui, mais je comprends pas qu'un club professionnel file un contrat au Okidja, donc. Quand ton gardien fait une boulette par match et offre un cadeau par match à l'adversaire. C'est un miracle. Moi, je vais vous rajouter 2 équipes dont on n'a pas parlé. Guingamp, qui est à sa place, si je fais pas une saison meilleure que ça. Mais attention, si eux, ils arrivent à choper les barrages, j'aimerais pas les jouer, moi. Au Roudourou, déjà, l'ambiance, elle est sympa. Et puis, je pense qu'ils peuvent poser quelques problèmes dans n'importe quelle équipe qui vont jouer en barrage. Donc, si on pouvait éviter les barrages, ça ferait plaisir. Et puis, Pau, 8e, mine de rien. C'est quand même pas le plus gros budget. Et ils font une bonne petite saison. Alors, je pense pas qu'ils puissent prétendre à beaucoup mieux. Mais, juste leur stade est sympa. Voilà. C'est un argument comme un autre, j'aimais bien. Voilà sur le petit point Ligue 2, puis Lorient, c'est pas mal aussi, on aime bien Lorient. Le prochain match pour Lorient, ce sera ce samedi à 20h. Comme quoi, vous étiez combien en parkage un samedi à 20h 5, 600 t'as dit? Ouais, peut-être pas 6, mais 5. 450. Ouais, les matchs. T'avais pas mal de Lorientais dans les tribunes. En plus, lambda, tout à fait, ouais. Genre, comment tu les reconnais? Ils étaient tous en orange. Non, parce que sont signalés. tu regardais sur Twitter et t'avais à balle de gens qui étaient hors parkage dans les. D'accord. Dans les photos. Ah oui, on vous a demandé de nous envoyer les photos sur Twitter, ceux qui étaient à Laval. On a reçu pas mal de trucs, c'était sympa. Donc samedi 20h contre le Football Club de Metz. La question traditionnelle. Déjà, première chose, Raph, ça va être un sacré test là, parce que à force de cramer les cartouches à l'extérieur, tu peux plus te louper à domicile. Bah, ça va être la pression. Va falloir continuer notre série, prendre les 3 points si on veut pas revoir tout le monde revenir sur nous. Donc t'es obligé de gagner, de réassumer ce statut de leader. Tu gagnes, tu restes premier. Voilà. Pierrot, tu sens venir le curse et que Okidja sorte un match énorme? Bah, il a déjà sorti un bon match à l'aller, cet enfoiré. C'est vrai. Mais Si on a le même Lorient si le même Lorient des matchs de domicile de 2024 est le même qu'en 2025, je me fais aucun souci pour samedi, j'ai envie de dire. Donc Julien Laporte vas-y. Et je pense qu'il y a dû avoir une sacrée gueulante. Alors peut-être pas après le match, mais au moins au premier entraînement de la semaine. Ouais, ce matin, et à mon avis, il a quand même dit, on reverra les performances individuelles. Je pense qu'on aura une. Bah tiens, je pense qu'on verra assez rapidement qui étaient les joueurs concernés. Ah bah là on aura la réponse tout de suite. Si t'as des changements dans le truc, t'as Julien Laporte qui était malade contre Laval, donc on n'a pas d'infos, mais devrait être dispo pour Metz. Je pense qu'il revient dans le 11. Ah oui, c'est évident. Bah oui. Et je suis curieux de savoir qui va jouer devant. Je pense pas qu'on reparte avec Tozin Croupi. Ça serait une surprise. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il serait pas temps de laisser le mettre titulaire? Pierrot, t'as pas l'air convaincu? Non, c'est pas que je suis pas convaincu, c'est que j'ai aucune idée de savoir ce que lui veut faire. Est-ce qu'il va repartir sur un vraiment un 4-4-2 avec Croupi sous Mano, ou est-ce qu'il veut rester sur un 4-1-4-1 avec Tozin tout seul et en mettant un peu peut-être Croupi sur un côté, je sais pas. Franchement, il y a vraiment un choix tactique à faire. Moi, je mettrais Croupi tout seul devant. En 4-1-4-1, ce qui marche, quoi. Bah oui. Je pense que c'est le plus. Tozin, c'est bon, ça y est, c'est pas son poste. Donc, soit Tozin dans un 4-4-2, tu prends le risque de jouer en 4-4-2 alors qu'on a été efficace en 4-1-4-1 depuis le début de la saison. Ou alors t'assumes, Croupi, c'est un 9, il a la finition normalement. Et voilà. Moi, je repars sur la compo de Paris. Le 4-1-4-1. Devant, tu choisis entre Tozin, Soumano ou Croupi. Ouais, je suis d'accord. Tu fais pareil. Et puis, pour le reste, tu touches à rien. Faut voir quand si est-ce que revient le carnaval de Flamengo? Igor Capoeira. J'ai pas l'info là. Donc vous discutez, je vais fouiller. Mais pourquoi il a pas joué d'ailleurs? Il était en vacances. Il est blessé avant les vacances. Il est blessé. Oui. Donc, mais après Kaloulou fait pas un mauvais match non plus. Hein. Non, mais bon. Il ne revient pas sur la boulette de. Il a sorti l'excuse pourrie du terrain. Bon, le terrain il était pourri pour les deux, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu
plutôt une équipe offensive, t'es pas comment dire, favorisé par ce genre de terrain, on va dire. Mais c'est 4 séries qui a été un petit peu plus moumou aussi. Il a été nul à parlé. chier. Pardon, excuse-moi, voilà. pardon. Il a été nul. La première mi-temps de 4 séries, elle est catastrophique. Ouais, c'est pour ça qu'il se fait sortir assez vite. Oui. Bon, après, il a toujours 60 minutes dans les jambes, mais bon, voilà. Quoi. Ouais, ben là, c'était 60 minutes, c'était gaze. Donc, est-ce qu'il n'était pas aussi ciblé? Après, je vois pas en quoi il serait sorti des consignes. Parce que 4 séries, c'est quoi les consignes? Si tu prends le couloir, tu débordes. 4 séries, le seul à être resté très longtemps devant le parquage. Comme face à Clermont au dernier match l'an dernier. Mais la mentalité, elle est très bonne. Mentalité exceptionnelle. Mais oui, je vois pas en quoi il aurait. Quelle consigne tu peux lui mettre différente de toute façon. Il bouffe le couloir, il bouffe la ligne de touche et il centre. Puis il revient, mais là, le problème, c'est qu'il a pas fait un truc correct. Il l'a pas fait, quoi. Ouais. Bon. C'était pas extraordinaire. Donc, contre Metz, pardon, excusez-moi, l'équipe de Tavarn propose à Olivier Pantalon de repasser en 4-1-4-1, de nous remettre Julien Laporte derrière, Igor Carioca s'il est dispo. Compliqué. Et alors, vous choisissez. Soumano, Tozin ou Croupi. Le choix de la Taverne, c'est maintenant. Raph, tu choisis? Croupi. Allez, il faut assumer le statut. Oui, Croupi, il a perdu 5-10%, je pense, sur sa valo ce week-end, donc il faut remettre des valorisation. Pierrot? Croupi, je pense, clairement. En plus, non, mais clairement, c'est vraiment un argument économique aussi. C'est ta meilleure valo, tu dois le faire jouer, t'as besoin de thunes, donc faut. Et puis s'il performe, tout est bon, quoi. Donc. Eh ben, allez, juste pour le débat. Moi, je mettrais Tozin. Ça a marché contre Troyes, ça a marché contre Paris. Son travail sans le ballon, il est énorme. Face à Metz, qui a un profil un peu à la Paris FC, c'est-à-dire une équipe qui va pas venir pour défendre à 11 et qui va proposer quelque chose. Il va faire chier les deux centraux, il va les absorber. Croupi un peu plus léger. Et tu benches Croupi ou tu le mets sur un côté? Non, si, je repars avec. C'était quoi? C'était. Pagis à gauche et Ponceau dans l'axe avec avant. Et bon. Il n'y avait pas un Vuka aussi titulaire? Si, à droite. Ouais, donc est-ce que tu remets Vuka, quoi? Non, tu fais Kaloulou 4 séries à droite et puis basta. Ouais, du coup. Ouais, non, mais. 4 séries, ça Avom, Ponceau, Pagis. Ok. Voilà. Et devant, je repars avec comment il s'appelle lui? Eigun Tozin. Et tu fais rentrer Pagis à la 60e. Ok. Comme ça sur Pagis, Ponceau. Croupi. Croupi, tu vas y arriver. Voilà. Comme ça sur 2 matchs, il a joué ses 90 minutes, il est content. Pourquoi pas? Ouais. Bon, on verra ça, c'est donc samedi 20h. Un petit mot sur la Coupe de France, le FC Lorient a passé brillamment. Victoire 3-0 contre Tours. Quel sketch. Oh la vache. C'est Micmac, c'est Magouille, c'est Romain Molina, quoi. Ah, clairement. Alors, on y touche, on l'a devant nous, en fait. Là, c'est ça. Ouais. C'est pour économiser 20 000 balles, je pense. C'est ça, sur la facture de la Sécu. Enfin, au final, le mec, il a rien économisé. Il se piochait sous la recette, il aurait récupéré ça. Ils perdent leur recette. Ils volent quelque part le match aux joueurs de Tours, parce que clairement, tu joues pas une Ligue 2 tous les jours quand tu joues un R1. Ouais, c'est ça. Franchement, le mec, t'as qu'une seule envie, c'est de l'attacher pieds et poings liés dans la Loire, quoi. Donc. T'as envoyé ta note de frais kilométriques, Pierrot, ou pas? vu qu'ils ont pas de thunes, à mon avis, je la reverrai jamais si je l'envoie. T'étais où au moment de l'alerte? À Nantes. J'étais à Nantes. J'étais à mi-chemin. Aïe. Bah, ça va. Ça m'a fait chier, quoi. Ah ouais, normal. Donc, le prochain match de coupe, ce sera après Metz. Ce sera mercredi. Donc, dans une semaine. Enfin, après Metz. Ce sera un déplacement à Cannes. On va augmenter le niveau. Alors, on joue toujours pas des équipes pro, parce que ça, c'est bon pour les autres. Mais on va augmenter un petit peu le niveau, là, Pierrot. Ouais, on va aller sur la Croisette faire du cinéma. Et là, à mon avis, on va commencer une bonne dynamique à l'extérieur. Et je pense qu'il faudra pas se rater là-bas parce que déjà, si on perd contre une N2,
Ça me fera un petit peu chier quand même si ça reste toujours des équipes costauds et difficiles à jouer. Mais pour une fois, parce que franchement depuis le début de cette année de Coupe de France, on a quand même une chatte au tirage qui est quand même assez énorme. Donc si tu peux aller passer un palier, arriver en 8e et te donner un peu de confiance sur un match à l'extérieur avant d'aller à Dunkerque, qui joue aussi un match de Coupe de France dans la semaine, donc ils seront autant fatigués que nous, ça serait une très très bonne idée de se qualifier et avec la manière. Sachant qu'on va jouer contre Check-and-Doy, figurez-vous. Qui est rendu à Cannes, ouais. Après un petit... donc la dernière fois que moi je l'avais vu, il était à Angers, il est parti au Red Star après. Il était au Red Star l'année dernière, il monte avec le Red Star. Là, il est reparti à Cannes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le Red Star et pourquoi il repart en N1 ? Non, N2 même, Cannes, non ? Ouais, N2, ouais. Il commence à vieillir aussi chez Cannes. Après, Cannes a été racheté par un milliardaire qui est propriétaire de l'AS Romain. Ah. Il y a un peu de caillasse aussi là-bas, quoi. Après, oui, il a 38 ans chez Check-and-Doy. Donc, selon mon application ici. Donc, après, gros taulier au milieu de terrain quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Expérience. 39 ans même, 39 ans, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Parce que moi, je le revois à Angers, putain. T'as aussi l'ancien Marseillais, Raspantino, qui joue là-bas. Oh, putain. Ah, tiens, je l'ai pas dans ma liste ici. Raspantino. Ah oui, bah oui. Non, il est parti. Ah, il est parti ? Ouais, il est parti, ouais. Ah, il est parti au Gol FC. Ah ouais, mais je crois que c'est récent, ça, par contre. Bah ouais, parce qu'il a joué 6 matchs avec Cannes et il vient de partir. Il a eu le temps de jouer 2 matchs avec le Gol FC, donc... Voilà, il y avait des besoins. Et t'as le défenseur de Cannes, comment il s'appelle, Camille Soko, qui avait joué à Lorient il y a quelques années, il y a 7-8 ans, en réserve. J'allais vous poser une question, il y a un ancien Merlu. Ah oui, mais j'ai même joué. Là, le Pierrot, l'adversaire, monsieur. Il est fort. Et ben, figure-toi qu'il a même joué 12 matchs en pro avec Lorient. C'est vrai qu'on nous avait dit qu'on analysait peut-être pas assez les adversaires. Voilà. Ouais, on va commencer par analyser Cannes. Non mais en fait je dis j'ai analysé, j'ai juste regardé la vidéo de Valdenard la semaine dernière. C'est déjà ça, Pierrot. Où il jouait contre la Cannes, c'est tout, tu vois. Il n'y a pas de petite victoire. Et je me suis dit mais tiens, lui il est là. Ah, lui il est là aussi. Non mais c'est vrai, parmi nos bonnes résolutions pour essayer d'analyser un peu plus les équipes adverses. Le problème c'est que ça demande aussi de regarder d'autres matchs que Lorient. Et bon. Puis après, c'est pour ça que Pierrot est là. Hein. Ouais. Puis non, on fait ce qu'on peut surtout quoi. On fait ce qu'on peut. On a avoué que l'analyse tactique sur les responsables des errements tactiques, on n'a pas su les déceler. Hein. Voilà, on assume quand on ne sait pas. Après, on connaît pas les consignes. Non. Bah oui. On a mis des pistes. Moi, je trouve que Talbi, en deuxième mi-temps, à partir du moment où il est 1-0, il fait un peu n'importe quoi. Il part à l'abordage. Ouais, il est monté, ouais. Donc, est-ce qu'on lui a dit reste là et il a pas écouté? Un peu à la erreur. Tu vas où? Reste là. Tu vas où? Moi, je trouve que Pagis fait pas un grand match. Est-ce qu'il est ciblé par ça? Ça vaut pour Katseris de l'autre côté. Donc, est-ce que les ailiers avaient pas des consignes? Les ailiers n'ont pas été très productifs. Hein. Ils ont même, ouais. Après, est-ce que Pagis est un ailier? Non. Voilà. Il y a un moment, il va falloir se pencher sur un sujet. C'est on joue avec des ailiers qui sont pas des ailiers, quoi. Alors Katseris fait le taf. Katseris, quand même, il a le profil. Ouais, bien sûr. De l'autre côté, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de faire péter le Stéphane Diarra, quoi? Oh, j'aurais jamais pensé entendre ça. Il y a un moment, petite. Mais en fait, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué parce qu'on est en train de dire est-ce qu'il serait pas temps de faire ça va, on est premier, quoi. Tu vois, il y a aussi ça qui est. C'est assez frustrant cette situation et c'est vraiment on a du mal quand on prépare l'épisode dans les 48 heures en amont d'enregistrer. On brainstorm et tout. C'est faux, hein, on prépare rien du tout. Mais la question c'est ok, mais on est premier, quoi. On est premier, alors évidemment on roule pas sur la Ligue 2, mais on est hyper costaud à domicile. Maintenant, si à domicile ça suit pas, on va peut-être pouvoir commencer à poser ce genre de questions. Mais je trouve que le dossier de l'ailier gauche est un vrai dossier. Bon, en tout cas, tu as la capacité à en mettre un en cours de match. Un vrai. Au moins. Bon, ça fait un peu de transition avec ce qu'on va dire après, mais pour moi, je martèle que pour moi, au mercato, il me faut un ailier gauche. Ouais, mais t'as Stéphane Diarra dans l'équipe.
Fin de contrat cette année. Ouais, mais c'est pas. Stéphane Guérin en Ligue 2, il y a pas de problème. Hein. S'il est à son Ouais, niveau. mais le problème c'est qu'il. Ça fait 4 ans qu'il joue est pas pas. au niveau. Il joue pas. Il a pas joué. Enfin, si, il a joué un peu. Ouais. Il a joué contre l'US Money en Coupe de France. Il a joué la fin de match. Ouais, Il a pas fait un match de 90 minutes depuis 2 ans. fin 2023. Donc, Ouais, c'est ça. est-ce qu'il a encore. Enfin, je pense pas qu'il a perdu tout son niveau, mais. Oui, après, si Pantalone le fait pas jouer, il le voit à l'entraînement. Il y a peut-être des raisons. Ah, mais moi, je souhaite que ça, de revoir le Diarra qui était capable de déborder, faire la diff, etc. Il y a toujours des problèmes de finition. On va pas se rappeler du match à Lille il y a quelques temps. Mais moi, ça me fait peur même pour lui à la fin de son contrat, quoi. Enfin, genre, est-ce qu'il a envie de continuer à. Enfin, je sais pas, ça fait 4 ans qu'il galère, non? Ouais. 3 au moins, 3 bonnes années. 3, ouais. Un pépin physique, peu de temps de jeu, difficile à garder sa place face à des Ouattara, puis à des Soumano même, etc. Puis avec les retours de prêt, c'est dur. Hein. Le mec, il vient quand même comme une semi-star à l'échelle de Lorient en provenance du Mans quand même. Enfin, joueur sérieux et qui normalement est on l'a recruté très cher au Mans surtout. Et bien sûr. Ouais, bien sûr. Il rigole encore là-bas. Non, peut-être pas non plus. Abuse pas. Je pense qu'ils sont contents de la vente. Hein. Quand tu vois le résultat derrière, je pense qu'ils sont contents de la vente. Je vous ai pas demandé votre pronostic pour ce Lorient-Metz. Est-ce que vous pensez déjà que le FCL va faire un... On est quoi, 9 sur 9 au Moustoir là? Est-ce qu'on va faire le 9 sur 9? 8 sur 8 ou 9 sur 9, je sais plus. Bref. Donc 1-0 pour Lorient. 2-0 Lorient. Ouais, bon, je vous suis sur une victoire et j'allais dire tarif maison 4-0, faut peut-être pas s'enflammer. Mais ouais, 2-0 parce que le retour de clean sheet est important. Il faut. Ouais. Et puis face à Cannes, est-ce qu'il y a une qualif? Oh, bah oui. Ouais. Ouais. On passerait en 8e de finale donc. On se rapproche à partir des quarts de finale, c'est des matchs vraiment cool quoi. Tu vois, où il y a un petit stress, je trouve. Le vrai sujet, c'est est-ce que tu vas réussir. Pardon. Vas-y. Est-ce que tu vas réussir à mettre une équipe suffisamment compétitive en sachant que tu as Dunkerque à jouer 3 jours plus tard? Mais attends, tu joues une N2. Tu joues une N2. Les mecs n'ont pas joué depuis 3 semaines, il faut du rythme, ils viennent de prendre une valise à Laval. Donc tu mets quoi? Tu mets un Janton, tu mets un... Non, je fais pas trop tourner. Je fais tourner à la marge, comme il l'a fait face à... Je sais plus qui, dans une équipe, là. Tu fais tourner à la marge. Ouais. Okay. Tu mets le roi dans les buts, tu files des minutes à Soumano. Je fais que 2-3 changements, pas plus. Ouais. Allez, 4, un par ligne. Makengo puis, non, peut-être à la place d'Abergel. Peut-être, si ça peut le faire valoriser un poil, on sait pas. Est-ce qu'en série B en Italie, il regarde la Ligue 1, la Ligue 2? Je préfère faire jouer un Fadiga qui commence à revenir et qui était éventuellement. Je préfère faire jouer un joueur comme ça qu'un Makengo, c'est bon, à un moment. Normalement, Lorient doit se qualifier. Non, mais c'est que Pierrot veut pas que Makengo joue pour que ma théorie du flop revienne sur. C'est pas, ta théorie du flop n'est pas une théorie puisque mais elle est fausse. Je m'en fous qu'il joue ou pas. Clairement, quand il joue, il est moyen et on veut pas le faire jouer pour essayer de le prêter à un club à la con où on va devoir payer son salaire. Donc à un moment donné, je préfère voir un joueur ou qu'on fait un pari dessus parce que Fadiga pour moi c'est typiquement le joueur un peu pari. Fadiga est un peu plus offensif que Makengo quand même. Hein. Ouais, mais bon, moi j'aimerais bien voir quand même. Et ou je préfère faire monter un jeune, vas-y c'est bon, un moment... Comme Fromager quoi. Non, parce que c'est pas le même poste, mais... envoyez-nous du comme Fromager les gars. Non, pour moi Cannes, faut aller avec sérieux, faut aller gagner. Quitte à perdre à Dunkerque derrière, je m'en fous. Tu perds un match en Ligue 2, il t'en restera plus une dizaine derrière pour te rattraper. Donc, moi je perdrais pas... Attends. Pour moi, tu dois gagner à Cannes déjà. Moi si je sacrifie un match, je sacrifie Dunkerque. Tu vois. Moi, je sacrifie rien du tout. Non. Dunkerque, attends, il joue la montée directe avec toi là en ce moment. Ouais, c'est bon. Tu perds un match, c'est pas. Ouais, non. Moi, la Coupe de France pour moi c'est plus important. Pour moi, le match de Cannes est important
pour gagner à l'extérieur. Même si c'est pas du championnat, c'est pas grave. Faut gagner à l'extérieur. Faut remettre le chip de prendre quand tu prends l'avion, c'est pour gagner. Faut mettre ce chip dans la tête des joueurs parce que visiblement, c'est pas le cas. Et derrière, tu gagnes à domicile encore. Voilà. Non, tu vas à l'extérieur, tu vas à Dunkerque. Ah oui, c'est 2 matchs à l'extérieur. Pardon. Ouais, mais tu peux pas arrêter. Il faut gagner à l'extérieur. Face à un concurrent direct, il faut aller taper chez eux. Il va falloir. Hein. À un moment, on va jouer PFC chez eux, on va jouer Dunkerque chez eux. Si t'arrives pas à les gagner, au moins ne pas perdre là-bas, tu vois. Ok. Pour moi, Dunkerque, j'achète. je vais chercher un nul, je suis content, tu vois. Ok, oui. Là, j'achète. Victoire à Cannes, nul à Dunkerque, j'achète. Tu vois, tu gagnes à Metz, tu gagnes à Cannes et tu fais nul à Dunkerque, t'es très bien. T'es en 8ème de finale de Coupe de France et t'es encore pas trop top mauvais. Normalement, t'es top de Ligue 2. Hein. Oui. Je veux juste savoir le petit programme de nos concurrents. Paris FC va recevoir Amiens et se déplace à Metz. Ouh. Oui. Et justement, Metz, du coup, ils jouent nous et PFC. Sympa. La triangulaire là. Les 15 jours là, Metz peut être bien ou pas bien. Et puis Dunkerque, excusez-moi, je cherche les matchs de Dunkerque. Dunkerque va à Pau, et on le sait, c'est pas facile. Ils jouent en coupe contre Agno, je ne sais pas en quel. Et ensuite, ils reçoivent évidemment Lorient. Agno, vous serez ravis de l'apprendre, c'est Agno, c'est N2. National 2. Val-Liénard aussi. Non, parce que c'est dans une autre poule, mais vu qu'ils sont souvent habitués à faire des parcours en couple, je les retiens. Ok. Donc voilà pour petit tour d'horizon de ce qui se passe en ce moment. En ce moment aussi, c'est bien entendu le mercato. Pardon, excusez-moi, je cherche mes fiches. 2, peut-être 3 départs, c'est ce qui se dit dans les médias. Arnaud Tanguy a fait des interviews, etc. Ça travaille sur une arrivée. Pierrot, tu as souhaité une arrivée ailier gauche. Raph, tu ciblerais le même type de poste? Je pense que faudrait aller là. Sinon, alors s'ils font ça, c'est peut-être qu'ils ont déjà anticipé un départ pour sûr. Donc, je pense qu'il n'y a pas de besoin en centrale, même si un part. Si Telby part, je pense pas qu'il y a Janton, c'est bon, ils feront pas de. Il y a Adjay, attends, vous oubliez Adjay, ne l'enterrons pas, il est toujours là. C'est pour ça. Donc je pense que ou alors c'est vraiment milieu 1-8. Mais Janton a joué défenseur central avec nous? Oui. D'accord. Mais il est placé soit défense centrale, soit en 6, il rentre. Il fait c'est ça. Hein. Ouais. D'accord. Donc non, soit un milieu gauche, soit un milieu. En fait, grosso modo, ce qui ressort entre les lignes, comme Raph l'a dit, t'auras un recrutement que si t'as des départs. Donc déjà, je pense qu'il y a déjà des pistes sur des joueurs. Je pense que tu vois par exemple tout con, je pense pas que ça se fera parce que par exemple à Mvogo il lui reste 6 mois de contrat, donc je pense qu'il va rester jusqu'au bout parce qu'il aura plus d'offres dans 6 mois étant libre qu'en étant sous contrat. Mais par exemple, admettons il part cet hiver. Tu sais déjà que t'avais des contacts avec Dupé, que t'avais quasi presque tout est fait et que t'as juste à rappeler Nice, tu vois, le transfert il se fait assez rapidement. Tu voyais qu'on avait des Pantaloni, il voulait ramener Jabol dans ses valises. Chose qu'il n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas assez d'argent et on n'avait pas assez vendu de joueurs. Tu vois, c'est des petites pistes comme ça qu'on avait l'été dernier qui se sont pas faites faute de masse salariale et de joueurs qui sont pas partis. Donc je pense que les joueurs, je pense que demain on a un joueur qui part, on sait déjà le club sait déjà sur qui il est et je pense que l'arrivée sera le joueur qui arrive derrière le sera dans la semaine à venir. Maintenant, la grosse question, on va pas tourner autour du pot pendant 10 ans. C'est est-ce qu'on va vendre Croupi ou pas? Clairement, c'est la plus grosse valeur marchande. On a besoin d'argent. Est-ce qu'il va partir sèchement dans un club? Est-ce qu'il va partir? On nous le reprête pendant 6 mois. Ce qui serait le souhait du club. Le souhait du club est vraiment le bon deal pour tous, pour moi. Hein. Après, le club dit aussi qu'ils essaient de le prolonger. Donc, oui, moi je pense que le prolonger c'est pour faire monter l'enchère. Ça clairement, ouais. C'est juste pour faut ça. Le vendre en juin très cher. Et dans tous les cas, la prolongation c'est pour qu'ils partent cet été. Donc,
Je pense que clairement, vu les derniers mots de Croupi, sans aucun doute pour moi. Mais j'ai très peur d'une petite offre un peu mirobolante de fin de mercato qui fait que tu peux pas refuser et que derrière tu te retrouves un peu le bec dans l'eau, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi le Genre sujet pour qui, des par finances. exemple, genre tu veux dire en dehors de Croupi ou pour Croupi? Non, mais genre tu vends Croupi en fin de mercato, genre à 48 heures, une connerie comme ça, et derrière, est-ce que tu vas recruter un mec sachant que tu te dis que tu fais confiance à Tosin Soumano et je pense que tu recrutes pas. Vous faites quoi? Attends. Mettons Croupi part départ sec. Vous jouez la montée en Ligue 2, en Ligue 1 avec Soumano, Tosin. Ouais. Bah, et Bamba s'il revient. Soumano reste ton co-meilleur buteur. Si tu tapines, c'est but, pardon. Mais... Bah, si, c'est des pénals. Il a moitié ses pénalties. Mais non, ça c'est 3 sur 7, je crois. Mais, bon, d'accord, ok, j'exagère. Mais je sais pas. Tu prends qui en fait? T'as Mobamba qui est blessé, on l'oublie parce que c'est Ah oui, t'as 3 numéros 9, mais t'as 3 joueurs pour jouer. Si tu gardes un 4-1-4-1, t'as pas besoin en fait. On en a déjà parlé de ça, mais si tu gardes un 4-1-4-1, t'as pas besoin de faire recruter un 9. Et le 9 viendra pas en plus. Après, comme l'a dit Pierrot, si Tosin il se trouve une finition ce mois-ci, là, ça devient dangereux, quoi. Ça devient dangereux. Possibilité de départ, d'autres, vous en voyez? Talbi. Ouais. Pour moi, de toute façon, c'est les deux joueurs qui ont le plus de valeur aujourd'hui. C'est pareil. T'as Arthur Avom qui en a un petit peu, je pense aussi. Oui, mais c'est montant, c'est pas encore suffisant. Ouais, mais je pense pas que le joueur prendrait le risque de partir après 3 mois de Ligue 2, tu vois, il a pas assez de bagages et d'expérience. Sauf pour Bournemouth pour 25 millions. Tonton Bill. Est-ce qu'il va mettre l'oseille, Tonton Bill? J'avais pas pensé à ce truc-là, mais l'option d'achat, le truc à 25 millions et un petit prêt de 1 an et demi derrière, ouais. Tu vois, un petit truc, voilà. D'ailleurs, vous avez vu l'interview de Villefollet où il dit Lorient m'écoutait pas, ils sont descendus de Ligue 2, maintenant ils m'écoutent. C'est tellement horrible comme interview. Incroyable. Ouais, ça fait. On aura l'occasion d'en parler. Puisqu'on parle de mercato, seulement vous précisez que le mercato se termine le 3 février cette année. Donc réservez-vous 3 février, ça tombe un lundi soir. Tout de suite, lundi soir. Lundi soir. Petit fairy time le 3 février, les gars. Tout à fait. Donc on sera en direct. Et puis quand on parle mercato, on parle aussi beaucoup argent, Raph. Tout à fait. Les gros sous. Et donc, les revenus. Un hors-série spécial. On prépare un hors-série qui a pour objectif de décrypter un petit peu les finances d'un club de Ligue 1 et de Ligue 2 et de faire un focus évident sur le FC Lorient. Donc l'idée c'est de bien comprendre d'où viennent les revenus d'un club, où sont les plus gros postes de dépenses et de pas faire du football fiction quand on parle mercato et budget et de se dire où part l'argent, où va l'argent, etc. Et d'être assez cohérent sur quand tu fais 15 millions sur une vente, il n'y a pas 15 millions tout secs qui rentrent dans les finances du club, et il faut parler d'une chose, c'est que la masse salariale pour un club de Ligue 2 aujourd'hui et pour un club de Ligue 1 également, c'est le poste numéro 1 de dépenses et c'est assez énorme. Donc ça, il faut le prendre en compte. Un club de Ligue 2, il paye beaucoup plus en salaire tout au long de l'année que juste en achetant des joueurs à 2 ou 3 millions. Ça, on a souvent tendance à l'oublier. Et donc, on essaiera de revenir sur ces éléments-là. Et puis, de décrypter des choses, apprendre des choses, etc. Et puis, nous, en préparant aussi l'émission, on en apprend aussi. Donc, voilà ce qu'on va essayer de vous proposer dans les prochaines semaines. Donc ça devrait arriver avant la fin du mercato, parce que l'idée c'est aussi de démystifier ce dont tu parlais, Raph, c'est on a vendu Mofi 30 millions, on doit avoir 30 millions pour acheter je sais pas qui. Non, ça marche pas comme ça. Donc on va essayer de vous proposer ça avant la fin du mois. Ça devrait, de toute façon on vous en parle très rapidement sur nos différents réseaux. Donc rendez-vous le 3 février pour le Fairy Time, et puis on va passer aux questions des auditeurs. Pierrot, tu as le temps de faire les questions? Tu dois nous quitter peut-être? Ouais, je vais devoir vous quitter. Alors, je vais prendre les questions à la volée. Alors, on vous a posé des questions sur X, sur Instagram et sur Blue Sky. Salut Pierrot, à bientôt. Et sur Blue Sky. Alors, sur Blue Sky, on a le droit à un jeu de mots que je vais même pas que je vais même pas oser répéter ici tellement il est poussif. Alors,
Alors, on va tout de suite, du coup, je pars totalement à l'improviste. Il faut que je retrouve le tweet que j'avais posté. C'est parti. Est-ce que, donc, Sam Lebris nous dit, faut-il prescrire du Motivex 1000 mg avant chaque match à l'extérieur? Je traduis, est-ce que c'est une question de motivation qui fait que on a du mal à l'extérieur? De préparation des matchs ou de motivation, j'ai du mal à y croire quand même. Enfin, je pense qu'ils attaquent pas le match en se disant on va perdre ce match, etc. Non, je sais pas. J'ai répété un petit peu ce qu'on a dit. Là, il y a un sujet tactique visiblement en deuxième mi-temps. On peut perdre un peu. En fait, le vrai sujet, moi, pour y repenser à chaque fois, j'ai l'impression que le FC Lorient a trouvé une manière de jouer et que dès que tu déséquilibres un tout petit peu la compo type et que tu retrouves pas la recette exacte, tu foires ton match. T'as un milieu qui vient déséquilibrer tout le 11, t'as un 9 qui met pas au fond les 2-3 occasions qu'il va avoir. Bon, ça reste des détails, on va dire, mais en fait, j'ai l'impression que si on n'a pas l'équipe type avec un équilibre pour le 4-1-4-1, on fait un match un peu chelou. Donc, je pense que Pantaloni doit plus trop faire de modifs et essayer de refaire jouer un peu la même équipe à chaque fois, quitte à les fatiguer, mais enfin. Et ça soulève une question de gestion du groupe derrière. Ouais, je sais parce qu'il y a beaucoup de joueurs. T'as beaucoup de joueurs, etc. Mais c'est ce que Gourcuff faisait à l'époque. Il avait 12-13 joueurs et puis c'est tout, quoi. Enfin, mais disons que Gourcuff avait une légitimité que pour l'instant Lilian Vandalen n'a pas. On va dire. Oui. Pour l'instant, il l'a pas. Après, c'est son deuxième gros coup de gueule de la saison. Oui. Donc après, tu veux enchaîner les coups de gueule, c'est bien, mais il faut que le groupe réagisse. Je dirais même, c'est le premier gros coup de gueule après un match. À chaud, pardon. Le premier, voilà, on fait pas référence au même. Le premier, c'est avant le match de. Tout à fait, oui. Avant le doublé 3 PFC, il me semble. Ouais, où il dit ce que j'ai vu la dernière fois, ça m'a pas plu. Ouais, il va falloir remettre les choses, nanana. Et là, c'est la première fois, je peux me tromper, mais de mémoire, où à la fin du match, et dans la presse le lendemain, donc il a eu le temps de digérer, où il dit non, là. Non, c'est dans le tunnel du stade. Mais c'est Janton qui lui tend le micro et qui lui dit alors coach, il dit intolérable. Défensivement intolérable. Tactiquement errance. Voilà, c'est deux gros sujets. J'ai vu des gens qui disaient quand est-ce que vous ouvrez le dossier Pantalone. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas lieu de discuter. Il est premier de Ligue 1. Pour l'instant, si tu fais un stop de count, on monte en Ligue 1. On n'a pas non plus été catastrophique. Oui, il y a eu des bons matchs. Mais pour un club, pour un groupe qu'il a repris que depuis quelques mois, on peut pas lui tomber dessus, quoi. Pour l'instant, non. Oui, parce qu'évidemment, là, on s'inquiète du dernier match, des performances, etc. Mais on le rappelle, on est premier de Ligue 2. On est premier, on est dans le coup. Alors, question de Georges Cadoudal. Avec désormais plus de mauvaises références à l'extérieur que de bonnes, à quel point pensez-vous que ça puisse hypothéquer nos chances de monter, sachant qu'on va se déplacer à Paris, Annecy et Dunkerque? Clairement, il va falloir prendre des gros points et enchaîner 2-3 victoires, soit face à des gros, soit face à des petits, mais tu vas être obligé de gagner à l'extérieur. Soit alors, du coup, si on prend... Tu dois battre tes concurrents direct. Oui, de toute manière. Mais, ou alors, t'enchaînes les matchs nuls et tu fais 4 points sur 6. La moyenne anglaise, oui, cher à Giroud, tu fais 4 sur 6, t'es bien. Mais à un moment, tes concurrents directs, il va falloir les battre, quoi. Tu vas battre Paris, tu gagnes pas contre Paris, tu gagnes pas contre Dunkerque, tu gagnes pas contre Annecy, tu te mets dans la sauce, tout seul. Ouais, c'est clair. Et oui, évidemment, je pense que les mauvais résultats extérieurs mettent en danger la montée. C'est évident. Oui, parce que est-ce qu'on va faire le perfect? Est-ce qu'on va faire le perfect à domicile? Non. Enfin, peut-être, mais. Alors évidemment, beaucoup de questions que vous nous avez posées tournent autour du même sujet. J'ouvre les questions sur Twitter, donc ça nous parle de Mercato. J'ai une question, comment va faire Junior Croupi s'il change de club? Il ne marque qu'au Moustoir. C'est faux, il a marqué à Pau. En tout cas, j'ai celui-là en tête. Toujours des questions sur les montées, les Erwan, BZH, qui nous demande si les points perdus à l'extérieur vont nous coûter la montée. Bon, vous voyez, c'est toujours, ça tourne évidemment, on se pose les mêmes questions que vous, c'est pour ça aussi qu'on les traite en amont dans l'épisode. Oui, évidemment, je pense que
comme on l'a dit, ça peut nous coûter la montée. Bon, écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour, Raph, sur cette reprise, une reprise en douceur pour nous aussi, évidemment. On a un gros programme au mois de janvier. Attention. Ouais, voilà, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Voilà, un mois de janvier qui va être chargé, donc pour le FC Lorient qui reçoit Metz samedi à 20h au Moustoir. Pierrot, il sera. Déplacement à Cannes. Déplacement à Cannes et déplacement à Dunkerque. Déplacement à Dunkerque. On aura beaucoup de choses à dire le 3. Tu veux faire un petit prono sur ces 3 matchs-là ? Allez, on gagne face à Metz 1-0. On va à Cannes, on se fait peur, mais on remporte 2-0. Et on se fait déchirer à Dunkerque. Ah ouais, moi je vais dire 2 victoires, 1 nul. Ok. 2 victoires, 1 nul. Et pourquoi pas un nul à Metz, un nul contre Metz, victoire contre Cannes, victoire contre Dunkerque. C'est bien aussi. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est trop bien. Voilà, donc on se retrouve très rapidement pour le hors-série sur la Moula. Il devrait arriver très vite. Et puis sinon, d'ici 15 jours pour un nouvel épisode de La Taverne. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.